Bienvenue sur la chaîne de podcast Les Red Flagueuses, l'émission qui vous aide à éviter les situations toxiques. Chaque épisode sera accompagné de visuels résumant nos conseils pour identifier les red flags et proposer des solutions. Les barres d'infos des différentes plateformes d'écoute sont à votre disposition pour prolonger la réflexion sur le sujet. Bienvenue dans ce 6e épisode des Red Flagueuses. Alors je m'excuse par avance pour le côté nasillard de ma voix dans cet épisode, en tout cas pour l'introduction et l'outro, mais j'ai un petit rhume, et oui, c'est de saison paraît-il. Alors dans cet épisode, je vous invite à découvrir le parcours de Ben van de Wandel, un de mes collègues et camarades, qui a développé une réflexion, on peut le dire, féministe. En tout cas, il se considère comme un allié des féministes au quotidien. Ça me paraissait important de parler de ce sujet-là parce que j'ai parfois le sentiment que les combats féministes nous opposent parfois les uns aux autres et les unes aux autres. Alors moi, je fais partie de ces féministes qui pensent que les hommes peuvent être des alliés et doivent l'être d'ailleurs. Je le constate au quotidien et j'ai aussi l'espoir que de plus en plus d'entre eux puissent nous accompagner tout au long de nos combats pour une égalité réelle entre les hommes et les femmes et aussi envers la communauté LGBTQIA+. Être un allié féministe, c'est se poser beaucoup de questions, c'est se remettre en question. C'est aussi accepter d'abandonner ou de partager des privilèges. Des privilèges, ce sont ces choses qu'on reçoit à la naissance, du fait qu'on est un garçon hétéro-cisgenre, ou en tout cas qu'on se définit comme tel officiellement. Mais alors, quels sont ces privilèges, me direz-vous ? Eh bien, quand on est garçon, on va avoir toute une série de facilités pour notamment avoir du temps de parole, du temps libre, pour avoir accès au savoir, à la connaissance, pour avoir accès à l'argent. Être un homme féministe, en tout cas être un allié des féministes, c'est accepter de partager toutes ces choses. C'est aussi faire le choix d'abandonner certains outils de domination qui permettent d'appliquer de la violence sur les autres. Alors, est-ce que c'est facile de devenir un allié féministe et de le revendiquer ? Je ne le pense pas, même si la société évolue. Ça reste très compliqué de faire face aux membres de sa propre communauté quand ils sont mécontents du fait qu'entre guillemets on les trahisse, du fait qu'entre guillemets on n'accepte pas que la machine continue de fonctionner comme elle fonctionne. Et donc, c'est parfois être soi-même, en tant qu'homme hétéro-cisgenre, victime d'une certaine violence. Alors, relativisons. La solidarité, la réflexion, le fait que les informations passent permettent de plus en plus aux hommes qui nous entourent de se positionner comme soutien de nos combats. En tout cas, c'est le meilleur que je nous souhaite pour un avenir plus radieux, disons-le, un avenir où en tout cas nous serons toutes et tous plus en sécurité. Je vous souhaite un épisode le plus agréable possible. J'ai dû retravailler certaines séquences car l'interview de Ben s'est faite par téléphone. Donc probablement que cet épisode est un petit peu moins confortable au niveau sonore que les précédents. Vous nous excuserez, on a fait ce qu'on a pu. On se retrouve en fin d'épisode pour les recommandations, lectures, podcasts, etc. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Ben, collègue de presque une vingtaine d'années, si je ne me trompe, hein, qui... Une quinzaine, oui. Une quinzaine d'années, ouais, voilà, qui a bien crapahuté au niveau professionnel, mais qui est surtout quelqu'un qui, je pense, tu vas me dire si je me trompe ou pas, Ben, a bien réfléchi sur la question du féminisme et de quelle position adopter, comment s'adapter à tout ça en tant qu'homme hétéro-cisgenre. C'est bien ça, Ben ? A bien réfléchi, réfléchit toujours. Voilà, c'est ça. C'est une longue pensée, réflexion permanente, hein, je crois. Exactement. Oui, moi, je ne suis plus la féministe d'il y a 15 ans non plus, hein, on évolue. Alors, Ben, si tu devais te raconter, qu'est-ce que tu nous dirais ? J'ai 46 ans. J'ai été élevé dans une famille, on va dire, de structure assez classique, hein, donc papa, maman et une grande sœur, avec un père assez autoritaire, pour ne pas dire autre chose, très très ancré dans une culture
catholique et patriarcale. Voilà. Et avec une maman, par contre, qui a arrêté de travailler pendant presque 12 ans pour s'occuper de nous, de ma sœur et moi, et qui, elle, était très à cheval sur un petit peu vieille France, très, très attentive à tout ce qui était politesse, tout ce qui était respect d'autrui, mais qui a quand même qui m'a beaucoup éduqué dans le sens de respecte ta femme, respecte les femmes, etc., etc. Voilà, dans un esprit assez vieille France, comme je viens de le dire ici. D'accord. Ma maman est une féministe à la Simone de Beauvoir, on va dire, hein, de son temps. Elle est proche de ses... Non, elle a eu ses 78 ans. Donc j'ai suivi un parcours assez classique. Hein. Je suis professeur de français et d'histoire de formation. Je suis détaché pédagogique dans une organisation de jeunesse syndicale actuellement. Mais j'ai pas attendu évidemment d'être détaché en syndicat pour commencer à réfléchir à la question. J'y ai réfléchi très très tôt, très très vite. Pourtant, j'ai vraiment suivi un parcours classique, à savoir que, je ne dis pas de bêtises, je me suis marié en 2003, donc j'avais 26 ans. On a suivi le même parcours classique, 2 enfants. Ce qui est moins classique, enfin non, ça devient classique, c'est qu'on s'est séparés. Je vais déjà dire que dans ce couple, on était très attentifs à tout ce qui était partage des tâches, à tout ce qui était partage de, comment dire, des charges dans la maison, que ce soit financière ou au niveau du travail. Donc, je suis quelqu'un qui faisait le ménage, qui faisait tourner les lessives, ce genre de choses, tandis que, je vais dire, mon ex-femme, à défaut d'autre chose, donc la maman de mes enfants, avec qui d'ailleurs je m'entends très bien, s'occupait plutôt de tout ce qui était repas. Et voilà, on a élevé nos enfants comment dire, dans un esprit tout à fait agnostique, nous sommes agnostiques tous les deux, avec une vision tout à fait féministe de l'éducation, à savoir qu'il n'y avait pas de jouet pour filles, pas de jouet pour garçons, pas d'activité pour filles, pas d'activité pour garçons. Lorsqu'ils nous demandaient quelque chose, de faire quelque chose, ou d'obtenir un jouet pour un anniversaire, c'était ce dont ils avaient envie, et on n'était certainement pas allé regarder dans le rayon rouge ou dans le rayon bleu, par exemple. Déjà à l'époque, je pensais être un allié du féminisme, bien sûr, dans le sens où je me battais pour, comment dire, pour les avancées féministes, ce genre de choses. J'ai d'ailleurs, tu t'en souviens peut-être, Marie-Lise, arrêté mon premier détachement pédagogique pour m'occuper de ma fille, qui venait de naître, que je refusais que la maman fasse tout le boulot pendant que moi je travaillais. Donc je suis retourné dans l'enseignement pour avoir les congés scolaires, pour avoir un peu plus de temps libre, pour pouvoir aménager mon temps pour m'occuper d'elle. Et là, maintenant qu'ils sont un peu plus grands, tous les deux, et puis bon, que de toute façon, nous sommes séparés, mais je lui en ai quand même parlé, malgré le fait que nous étions séparés. J'ai repris le travail en détachement depuis 2018. Voilà, la réflexion a toujours eu lieu, et la réflexion a eu lieu aussi sur pourquoi est-ce que ça a foiré à un moment dans mon couple. Et voilà, et là, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est que j'avais confondu, ma maman m'avait vraiment, vraiment demandé d'être très, 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 très attentive à, à ma compagne. Et en fait, à force d'être très, 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 très attentif à ma compagne, non seulement j'anticipais des besoins dont elle n'avait absolument pas besoin, qu'elle ne me demandait pas, Mhm. et aussi pour certaines choses, à force de lui laisser le choix pour tout, mais pour finir, c'était elle qui organisait pas mal de choses et qui en prenait la charge mentale. Que je pense par exemple au lieu de vacances, au menu des repas, tout simplement. Mhm. Donc, pour ne pas être chiant, je lui disais, c'est comme tu veux. Ce sont des petites choses comme ça qui, cumulées sur 20 ans, 20 années de vie commune, maintenant, elle m'a toujours dit que voilà, c'est quelque chose que j'avais fait, mais qu'elle ne m'en tenait pas rigueur parce que c'était tout à fait inconscient et que c'était une dynamique de couple dans laquelle on fonctionnait tous les deux. On a toujours beaucoup parlé, on a toujours, quand il y avait des problèmes, on en parlait, etc., etc. On s'engueulait quasiment jamais. Mais ça m'a permis notamment de réfléchir à ne pas commettre ce type d'erreur avec ma compagne actuelle, avec qui je suis maintenant depuis presque 5 ans, qui vit avec nous depuis le Covid, et donc à vraiment être attentif au fait de l'écouter mais sans lui laisser la responsabilité. Donc, tout ce que nous décidons de faire ensemble, c'est le fruit de discussions entre nous, de compromis, comment dire, j'ai fait ce que tu avais envie de faire la fois dernière, mais cette fois-ci, voilà, on va faire peut-être ce que moi j'ai envie de faire, enfin des petites choses comme ça. Et également, toujours très attentif, enfin bon, là, elle a eu de la chance parce qu'elle s'est installée, ça faisait 2 ans que je vivais seul. Donc j'avais pris l'habitude de tout faire, hein, le ménage. Enfin, quand on a 2 adolescents à la maison, il y a beaucoup de choses à faire.
Et en fait, maintenant, c'est parfois un petit peu l'inverse. J'ai parfois du mal à me laisser faire quelque chose. Ma compagne est une féministe convaincue. Elle est espagnole, elle vit en Belgique depuis une petite dizaine d'années. Et j'y réfléchis encore plus, parfois même, j'ai envie de dire, à l'excès, parce qu'on fait vraiment attention à tout. On a l'œil analytique sur tout quand on regarde une série, quand on regarde un film. On est prêt à repérer les stéréotypes de genre, les stéréotypes tout court et tout. Et c'est parfois un petit peu fatigant, surtout que je suis un cinéphile et que j'aime beaucoup les nanars. Et que bon, les nanars ne sont pas spécialement de grands exemples C'est de étrange, c'est féminisme vraiment engagé. C'est étrange. étrange, hein? Oui, c'est étrange, mon amoureux a exactement la même passion et c'est vrai que je me prends des grandes doses de sexisme et de misogynie quand je Ah, regarde des films avec lui, mais bon, voilà, on se met en mode, on remet ça dans le contexte de l'époque, mais ça n'empêche quand même que exactement. on peut quand même se Mais ça dire, là, permet c'était quand même grave, quoi. très grave, mais ça permet aussi de réfléchir en fait sur le fait de se rendre compte qu'on a été, même si on a eu les parents les plus progressistes du monde, ce qui n'est pas spécialement mon cas, quoique mon père était quelqu'un de très autoritaire, très catholique, mais il travaillait dans le milieu du spectacle et donc au théâtre de la Monnaie. Il a travaillé notamment lorsque Maurice Béjart était directeur de la Monnaie. Et il était très ami avec les danseurs de la troupe qui, pour leur immense majorité, étaient homosexuels ou bisexuels. Donc j'ai grandi entouré de gens qui venaient à la maison, qui faisaient partie de la communauté LGBTQIA+. Donc paradoxalement, dans un milieu patriarcal, j'ai quand même été très vite ouvert à l'acceptation, notamment des différences sexuelles, des différences de genre, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai pas trop à me plaindre, mais que malgré ce type d'éducation, en fait, on se rend compte qu'encore aujourd'hui, on est vraiment plongé dans une culture patriarcale qui commence à se fendiller tout doucement au niveau de son piédestal avec certaines réalisatrices, certaines écrivaines, certaines essais, mais on voit la contre-attaque. On voit la contre-attaque, c'est de voir le nombre de personnes qui utilisent le terme wokisme pour tout et n'importe quoi, qui voient la présence d'une femme. Dès qu'une femme gagne quelque chose, c'est ah oui, mais c'est pour des quotas, c'est pour ceci, c'est pour cela, c'est pas pour son travail. Donc ça reste très ancré. Et c'est vrai que, voilà, comme je te l'ai dit, et ton compagnon est aussi, quand on aime les bons vieux films des années 80, ce genre de choses, avec un Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme, où le faire-valoir féminin n'a même pas droit à un prénom pendant tout le film, on se rend quand même compte et on se dit, ben merde, c'est quand même pas étonnant que cette culture soit encore très 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 présente et il est urgent que ça change, vraiment. Par rapport à justement ce contexte patriarcal dans lequel on a grandi, puisque moi j'ai 44 ans, donc on est de la même génération, Mhm. pour moi j'ai une théorie qui est purement gratuite, je dirais, qui n'est pas très ancrée sur des études, loin de là. Mais pour moi, les années 90 et 2000 ont été les pires années en termes de féminisme pour moi. Pourquoi ? Par rapport au XXe et XXIe siècle, parce que le féminisme des Mhm. années 70 était endormi, il était toujours là, il y avait toujours des combats qui étaient menés, mais le relais dans la presse et dans les médias était catastrophique. On avait vraiment une représentation des féministes comme étant des hystériques dangereuses qui étaient Tout à fait. moches, désagréable et ennuyeuse. Et en même temps, on avait l'image de la girl boss qui était extrêmement présente, c'est-à-dire que nous, les femmes, on devait être belles, intelligentes, avoir une carrière, des gosses, un ménage impeccable à la Ikea. Donc on était en plein dans cette grande lasagne qui nous pesait très fort sur les épaules, tout en étant dans un contexte sociétal strictement masculin, où il fallait toujours se conformer à la vision que les hommes avaient, en tout cas les hommes dominants de l'époque avaient de nous. Et puis seulement dans les années 2010, avec l'avènement des réseaux sociaux et l'explosion de MeToo en 2017, on avait vraiment vu un basculement politique généralisé
qui a permis de libérer la parole. Mais je pense que, enfin moi en tout cas, le souvenir que j'ai de moi à 20 ans, c'est le souvenir d'une jeune femme qui est consciente du fait qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. J'ai le souvenir d'avoir réagi à beaucoup de choses de manière presque inconsciente, de me dire là c'est pas juste, mais je n'avais pas les mots. J'avais pas les bons Mhm. termes pour mettre cette réalité en musique et j'avais toujours ce sentiment d'être un peu bancale, tout en essayant de me conformer évidemment, hein. Je faisais hyper attention à mon poids, j'étais toujours très inquiète de la façon dont les autres pouvaient me percevoir, je m'adaptais très fort aux petits copains que je pouvais avoir. Est-ce que toi aussi c'est un constat que tu as fait ou comment toi tu as vécu à 20 ans cette période? Je suis assez d'accord avec toi, dans le sens où, en effet, c'est la période où on a commencé à entendre cette fameuse phrase, notamment dans le milieu du spectacle, il faut différencier l'homme de l'artiste. Ouais. Par rapport aux premières plaintes, par rapport aux premiers témoignages qu'on a eus par rapport à des abus, que ce soit dans le milieu du cinéma, enfin, dans tout milieu confondu, j'en dire, politique également. Et aujourd'hui, ça revient enfin en force, comme tu le dis, depuis une bonne dizaine d'années. La parole se libère, enfin. Et là, maintenant, on entend pourquoi elles n'en ont pas parlé à l'époque. Mais elles en ont parlé à l'époque. Mais quand elles en parlaient à l'époque, il fallait différencier l'homme de l'artiste. Alors, c'est clair que c'est quelque chose qui est... est-ce qu'on peut aimer une œuvre indépendamment du fait que le type qui l'a réalisé soit un salopard? J'ai beaucoup de mal avec ça. Si je prends un cas en particulier qui faisait déjà parler de lui à l'époque, qui était Roman Polanski, oui, j'aime beaucoup le cinéma de Polanski, soyons honnêtes. J'ai adoré Un bébé pour Rosemary, j'ai adoré Pianiste, enfin, j'aime beaucoup ces films. Ouais, je comprends. Mais voilà, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal qu'ils puissent encore être célébrés. J'ai beaucoup de mal à ce qu'ils puissent encore avoir des budgets aussi immenses pour réaliser ces films. Parce qu'on sait. Alors, j'ai pas jeté ma version DVD d'Un bébé pour Rosemary pour autant. Le Mhm. film a été réalisé, voilà, point barre. Par contre, c'est clair que je ne vais plus voir ces nouveaux. Ça me fait parfois un petit peu mal parce qu'ils restent très intéressants, mais j'ai pas envie. Et en fait, oui, j'ai vécu ça aussi. Je pense que dans les années 90, début des années 2000, on était un peu dans une période de transition entre justement le féminisme de nos mamans et l'arrivée d'une nouvelle génération que l'on peut qualifier peut-être d'un peu plus radicale, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui prend vraiment le problème à la racine. Et nous, je crois qu'on a grandi un petit peu dans cette période-là qui était un petit peu latente. D'un autre côté, à cette période-là, enfin, pas plus dans les années 2000, mais disons dans les années 90, j'ai eu la chance, comme toi, de grandir dans la période grunge, Mhm. de l'apparition de groupes comme Nirvana et tout ça. On avait aussi, du coup, pas mal de groupes de rock, que je pense à Babes in Thailand, L7, ce genre de choses. Ce qui fait que, pour finir, j'ai eu la chance de baigner dans un public de maisons de jeunes qui, dans les concerts, devenait de plus en plus mixte. En tout cas, c'est clair qu'on n'était pas encore conscientisé à ça. Et alors, quand depuis une dizaine d'années, on voit toute l'attaque qu'il y a autour des femmes qui se décident enfin à porter plainte, des femmes qui décident enfin à se positionner. Quand on voit la réaction des hommes qui dirigent encore majoritairement, que ce soit le monde politique, malgré les quotas, hein, je suis désolé, hein, je peux Mhm. voir à partir de... Voilà, l'industrie, même chose. Alors l'industrie du cinéma, n'en parlons pas. Ce qu'il a fallu comme temps pour condamner quelqu'un comme Harvey Weinstein, par exemple, c'est à tomber par terre. Quoi. Que les gens se soient tus pendant autant d'années, moi, c'est ça qui me frappe, c'est que ça se passait dans les années 90, ça se passait dans les années 2000. Aujourd'hui, on l'apprend, mais surtout, on apprend que tout le monde était au courant et qu'on laissait faire. C'est ça que je trouve complètement dingue. À ton C'est avis, vraiment... pourquoi est-ce que ça perdure? Enfin, on le sait hein, tous les deux parce que on a lu des choses là-dessus, mais comment toi tu expliques cette volonté de remettre le problème sous le tapis et de ne pas vouloir entendre les victimes? Tout simplement parce que si on entend les victimes, d'abord, je pense que dans certains milieux, ça pourrait faire tomber de très gros bonnets. Et surtout parce que ce sont des milieux qui sont majoritairement encore dirigés par des hommes qui sont dans cette culture patriarcale et qui, en fait, ne voient pas parfois où est le problème, quoi. C'est assez dingue. Comme tu dis, c'est toujours la vision de l'homme qui s'impose au niveau des personnages féminins. Même quand on était ado, une série très chouette comme Buffy contre les vampires, ben Buffy, elle était badass, mais elle était surtout très jolie. Voilà. Mhm. Et les femmes qui tournent autour étaient jolies Le male également. gaze, comme on appelle hein, ça Et dans voilà. le cinéma, alors, il y a le male gaze et le female gaze. Est-ce que toi, en tant qu'homme, quand on met en scène des hommes musclés, impeccables, plein de cheveux, etc., est-ce que ça te met dans une situation
autant d'inquiétude que ce que moi j'ai pu ressentir en tant que femme? Quand j'étais gamin, très clairement, et adolescent aussi, parce que je n'étais pas très axé, notamment tout ce qui est football, tout ça, moi j'en ai jamais rien eu à cirer. Mhm. Je n'étais pas spécialement non plus costaud, j'ai toujours été grand, mais à l'époque j'étais très 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 mince, et c'était l'idéal qu'on nous envoyait en pleine figure. Donc le patriarcat est également, comment dire, néfaste pour les hommes, mais les femmes en subissent bien, 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 bien plus de conséquences que nous, parce que contrairement aux femmes, me semble-t-il, notamment dans les représentations, que ce soit dans la publicité, que ce soit dans le cinéma, ce genre de choses, un homme a quand même le droit, à partir d'un certain âge, je veux dire, un acteur de 25 ans qui a un petit ventre, ce sera pas trop grave. Mhm. Enfin, la femme de 25 ans, ben, elle aura pas de petit ventre. Ça commence à changer, hein, heureusement. Il y a vraiment, j'ai envie de dire, je déteste employer le mot effort, parce que ça va être normal, mais il y a enfin une représentation de tous les physiques enfin, au niveau d'une minorité de films, mais qui ont quand même parfois un peu de succès. Oui, oui, moi je me sentais très mal par rapport à ça, surtout que c'était avec des messages tout à fait contradictoires et inatteignables, tout comme pour vous, hein. Mhm. Je me souviens de l'homme Jupiler, par exemple, hein, Ah le oui, bûcheron torse nu qui boit sa bière. Oui, mais si on boit de la bière, on n'est pas comme ça, hein. ouais. Voilà, c'est des messages très contradictoires. Et alors, évidemment, cette image que l'homme, ben, il devait être costaud, qui devait pas pleurer. Qu'est-ce que j'ai encore entendu comme éducation? Un homme, ça ne pleure pas. Même dans les choix d'études, quoi. J'ai envie de dire, un homme sera très souvent représenté comme étant sportif, scientifique, ce genre de choses, tandis que les femmes, ben, seront enseignantes, femmes au foyer, que sais-je. Et bon, moi, ben, je l'ai dit en début de podcast, je suis professeur de français. Mhm. Mon père, qui était encore très ancré dans cette idée de métier très genré, il l'a d'ailleurs fait avec ma sœur. Ma sœur, on a beaucoup plus souffert que moi. Quand je lui ai dit que je voulais faire ça, il a vraiment eu beaucoup de mal, parce que pour lui, c'est un métier de femme. Ma Bien. sœur, qui a 4 ans et demi de plus que moi, lorsqu'elle a voulu rentrer à l'université, mon père lui a dit tu es sûr que tu ne ferais pas plutôt secrétariat de direction? Et donc, elle a fait secrétariat de direction pour avoir la paix, et puis elle a fait criminologie à l'université. Et puis, à une certaine discussion, je me souviens avec mon père, c'était bah, gendarmerie, gendarmerie à l'époque, moi, tu réussiras jamais, c'est pas un métier pour les femmes, ça. Elle a fait l'école des officiers de gendarmerie. Elle est dans un métier que l'on qualifie de très clairement masculin aujourd'hui. Et de mémoire, elle a toujours terminé dans les premières de ses promotions. Donc, elle est clairement la démonstration que non seulement c'était toxique de lui sortir des conneries pareilles, même au niveau familial, ben, mon père, sans le vouloir, hein, parce qu'il a été éduqué comme ça, lui mettait des bâtons dans les roues, quoi. C'est quand même assez dingue. Au niveau de ce que j'ai pu faire aussi, hein, j'ai pu sortir beaucoup plus tôt que ma sœur, parce que je suis un homme. Donc forcément, ben, voilà, j'avais le droit. C'est ça. Mais moi, je me rappelle quand j'étais enceinte de mon seul et unique enfant, mon ex-partenaire m'a dit oui, je suis content que ce soit un petit garçon parce que comme ça, je ne m'inquiéterai pas quand il sortira. Mais qui était une confidence tout à fait naturelle, spontanée. Hein. C'était Mhm. plein d'amour dans ce qu'il disait. Hein. Mais je lui dis, ben, moi, s'il sort à 14 ans dans une soirée, je serais aussi inquiète que si ça avait été une fille. Et pourquoi nous, en tant que filles, on doit s'inquiéter déjà avant même notre naissance de notre sécurité? C'est pas plutôt Mhm. la question des autres qu'il faut se poser avant de se dire qu'on va enfermer une fille dans une tour pour la protéger. Mais à Ah, l'époque, tout à fait. voilà, à l'époque, c'était toutes des choses qui, moi, me faisaient réagir, mais qui ne me. Je n'arrivais pas à relayer ça à des phénomènes globaux de domination, en fait, et d'insécurité globale que les femmes subissent au quotidien.
quand j'ai fait plusieurs fois des tours sur les applications de rencontres ou quand je discute avec les garçons et les hommes que j'ai autour de moi, je me rends compte que leur vision de ce que doit être physiquement et en termes de comportemental aussi une femme idéale est encore fort stéréotypée. Notamment, il y a encore énormément de grossophobie dans les choses que je peux entendre, même si c'est parfois saupoudré, hein, pour essayer que ça passe sans que ça fasse trop mal. Mais je me posais cette question, est-ce que toi, tu as évolué dans ta vision du physique des autres femmes? Est-ce que tu as senti que le féminisme et les choses que tu apprenais au quotidien t'ont permis de t'ouvrir et d'être moins sectaire, ou est-ce que tu ne l'as jamais été, ou est-ce que tu as constaté que les autres hommes l'étaient et toi, ça te posait problème? Je dois avouer que j'ai jamais vraiment fait attention à ça moi-même, parce que quand j'étais en primaire pendant 2 ou 3 ans, ben, j'étais un petit peu la victime de la classe. Ok. Donc, je faisais partie des groupes comment dire, d'exclus. Et dans les groupes d'exclus, ben, se retrouvaient notamment, que ce soit des garçons ou des femmes, ou des petites filles, pardon, ben, ceux qui avaient un peu d'embonpoint. Mhm. Donc, moi, j'étais très vite copain avec des jeunes garçons et des jeunes filles qui ne rentraient pas dans les standards physiques. C'est quelque chose qui ne s'est plus déroulé en secondaire. En secondaire, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer des copains et des copines absolument super, vraiment. Par contre, c'est clair que, je crois que comme tout adolescent qui a baigné là-dedans, quand je regardais une fille, elle répondait à certains stéréotypes de beauté. Ça, c'est une certitude. J'ai évolué, heureusement, je suis adulte, j'ai fort évolué. C'est quelque chose qui ne me, qui me frappe plus. Soyons honnêtes, ma compagne, je l'ai rencontrée grâce à une application de rencontre. Mhm. Avant ça, j'ai rencontré d'autres personnes, dont 2 qui sont devenues mes meilleures amies. Et bon, ben, c'était basé sur des photos de visage. Donc, je n'ai jamais vu que le visage. Donc, je ne pouvais pas savoir ce qu'il y avait en dessous ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est plus vraiment quelque chose qui m'importe. Euh, c'est plutôt la personne en tant que telle, bien évidemment, mais c'est surtout ce qu'on peut lire sur le visage. Un Mhm. visage intelligent, j'ai envie de dire. Voilà, vraiment, soyons clairs. Moi, j'aime bien discuter, j'aime bien partager ce que j'aime, que ce soit cinéma, littérature, l'art, toutes ces choses-là. Donc, quand je lisais les profils, je lisais déjà des profils qui allaient plus vers ce sens-là. Je faisais très peu attention aux stéréotypes et j'ai même envie de dire que les profils de femmes, et attention, parce que c'est un autre stéréotype pour finir, parce que je swipais entre guillemets gauche, je crois que c'était à gauche, des femmes qui étaient très maquillées, qui prenaient fort soin d'elles et ce genre de choses, et qui pour finir en devenaient un petit peu artificielles. Même si elles répondaient au canon de beauté, ben, j'avais tendance à ne pas swiper dans le sens ah oui, ça pourrait aller. Alors que c'est Parce un que piège aussi, c'est puisque ça pouvait très bien être des femmes remarquablement exactement, cultivées. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Mais oui, mais ça, c'est voilà, ce exactement, sont toutes ces stéréotypes. Bon, moi, ça, on peut pas toujours y échapper. Puis quand il s'agit de sa vie privée, tout à personnelle, fait. on doit aussi s'écouter. Il y a quand même des choses qu'on aime plus que d'autres. Bon, bah ça, c'est pas grave. Mais évidemment, c'est quand on refuse de rentrer en connexion avec quelqu'un parce que il y a un élément physique qui ne convient pas de base et qu'on a un jugement absolu et définitif sur cette personne qui pose souci, quoi. Mais bon, voilà, on va pas non En plus plus, se forcer à rencontrer quelqu'un qui de base ne nous plaît pas tout du à fait. tout, hein. Mais d'autant plus que ça va dans les deux sens, parce que se regardant dans le miroir aussi, je ne connais pas beaucoup de gens qui se trouvent parfaits. On aura toujours, notre point d'attention va toujours aller sur ce qu'on n'aime pas sur notre physique. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je pense aussi qu'il y a des choses qui ont fait beaucoup de bien au niveau de l'image de la femme. Je pense notamment, ben, tu connais très bien ce milieu, Marie-Lise, tout ce qui est, par exemple, au milieu du burlesque. Il y a des femmes là-dedans, quand je les vois, je dis waouh, quoi. Elles sont magnifiques. Elles sont objectivement magnifiques. Ça montre bien que c'est purement une construction psychologique, une construction culturelle, parce que une belle femme, elle peut être ronde, elle peut être mince, enfin, voilà, ça ne s'explique pas, et c'est totalement subjectif en plus.
réexplique les privilèges pour nos auditeurs et auditrices. C'est le principe que quand on va naître quelque part sur la planète, en fonction de notre couleur de peau, de notre genre, notre sexe et de notre orientation sexuelle future, nous allons recevoir des privilèges de base, une sorte de package qui va nous donner accès à toute une série de choses. Donc, au plus on est blanc, au plus on est dans un pays riche, au plus on va avoir accès à beaucoup de choses en termes de santé, de formation, de bien-être. Et au plus on est noir, asiatique, dans un pays où il y a plus de problèmes en termes de droits et de problèmes économiques, au plus on risque d'avoir de gros soucis pour avoir accès à tous ces éléments importants pour pouvoir évoluer dans la vie, comme la santé et l'éducation. Voilà. Et donc, on considère dans les théories féministes que quand on est homme, hétéro-cisgenre notamment, blanc, on va recevoir un package de base qui est un petit peu plus équipé, c'est-à-dire c'est un peu comme recevoir une Golf avec les vitres électriques et le siège chauffant, et quand on est une fille, c'est comme recevoir la 2 chevaux avec les vitres qu'on doit ouvrir à la main. Voilà, je vais donner une petite comparaison. Alors tout ça évidemment complexe, parce que quand on est une femme dans un milieu extrêmement riche, on va avoir probablement beaucoup plus de privilèges que le gars qui naît dans un quartier social extrêmement compliqué, dans une famille où ça se passe mal. Mais en tout cas, c'est une vision qu'on nous propose d'adopter pour essayer de voir qui on est, de quel point de vue on démarre notre réflexion et notre vision du monde pour pouvoir la déconstruire. Et toi, est-ce que les théories féministes, ou en tout cas tout l'apprentissage syndical que tu as pu faire grâce à ton métier et aux rencontres que tu as pu avoir, t'a permis de déconstruire tout ce à quoi tu avais droit à accès? Je crois qu'on est tellement habitué qu'on ne se souvient pas de tout. Mais oui, très clairement, ne fût-ce que dans l'enseignement, donc moi j'étais enseignant pendant près de 15 ans, que ce soit d'ailleurs, j'ai fréquenté 2 écoles principalement, que ce soit à Molenbeek ou à Waterloo, donc vraiment 2 milieux socio-économiques et socioculturels complètement différents. À Molenbeek, bien évidemment, une jeune fille de 16 ans issue d'immigration voilée et venant d'une famille où les parents ne parlent pas français, avait beaucoup moins de chances de pouvoir, faire quelque chose et trouver quelque chose dans son quartier que le frère qui était dans la même classe, par exemple. Ça, c'est évident. Hein, quand je sortais de l'école, je voyais souvent les jeunes adolescents, ils ressortaient, ils traînaient beaucoup en rue, etc. Je voyais très peu les sœurs, avant un certain âge, disons. Waterloo, là, on voit plutôt au niveau de la structure pyramidale, et encore, nous, à Waterloo, on a plutôt une structure en colonne corinthienne, c'est-à-dire qu'on n'a pas une grosse base de première pour terminer avec quelques réseaux. En général, nos élèves de première, on les gardait jusqu'en réseau, ce que je trouvais déjà pas mal. Mais il est clair qu'en fonction du choix d'options, on retrouvait beaucoup plus de jeunes filles dans les options littéraires et beaucoup plus de garçons dans les options scientifiques. Ce sont des stéréotypes qui perdurent et que j'entendais parfois dans la bouche de certains de mes collègues. Quoi. Ah oui, les garçons, on va plus s'épousser vers les maths et les jeunes filles, on va plus s'épousser vers la littérature. Comme si c'était écrit dans nos gènes que lorsque je suis un homme, j'aime les maths et les sciences. C'est loupé pour moi, déjà. C'est vachement loupé. Mais, et alors, au niveau de la structure syndicale, au niveau de la militance syndicale, là, on a vraiment une vision, mon public, ce sont les jeunes, mais on a une vision de tout ce que les jeunes étudiantes, de tout ce que les jeunes travailleuses subissent en termes de contrats précaires, en termes de secteurs d'activité où elles seront majoritaires, même en tant que jobistes étudiantes, j'ai envie de dire. Hein, on trouvera beaucoup plus de jobistes étudiantes dans le secteur des services du type le nettoyage en maison de retraite, etc., que de jeunes étudiants. Et alors on voit aussi sur le marché du travail, très clairement, l'interdiction de licencier les femmes enceintes, c'est 1969, mais on voit bien qu'à compétence égale, très souvent, ce sera plutôt le garçon qui sera engagé plutôt que la femme. Comme si tomber enceinte était une maladie, quoi. Je veux dire, voilà, il y a aussi pas mal de gens qui font le choix de ne pas faire d'enfants pour ne plus être bloqués, parce qu'on va leur laisser un monde de merde, parce qu'ils n'ont plus envie de voir des enfants grandir dans un monde pareil. Et aussi parce que, il faut le dire, des femmes disent, non, moi j'ai envie de mettre la priorité sur ma carrière professionnelle et sur mon bien-être personnel, tout simplement, qui fait que je n'ai pas envie d'avoir d'enfants, et la pression sociale qu'on met sur les femmes travailleuses pour avoir des enfants, mais c'est complètement dingue. Un homme, on lui posera quand même rarement la question de lui dire que
enfin, ou en tout cas, on ne lui dira pas que le fait de ne pas être papa est un échec. Et alors, quand on reçoit les demandes individuelles au bureau, de gens qui sont exploités, où il y a des erreurs de contrat, du non-paiement, etc., au niveau des jobistes étudiants, par exemple, mais il faudrait que je voie les statistiques, mais il me semble que c'est une majorité de jeunes filles qui nous écrivent. Ah, ça ne Vraiment. m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Oui, une majorité de jeunes Voilà. filles qui écrivent ou qui prennent les renseignements pour leurs compagnons ou pour leur frère ou leur fils, hein. Exactement. Je réfléchissais à ça en préparant le podcast. Je me dis, mais enfant, en fait, des gars comme Ben, je ne connais pas beaucoup. Je Et connais tu vois, beaucoup, oui, des gars féministes, en tout cas alliés féministes. J'en connais évidemment parce que je suis dans un milieu professionnel qui me met en contact avec on va dire des camarades à toi, hein, et à moi qui sont oui, tout à fait. engagés. Et donc je me dis, tiens, est-ce que c'est une illusion? Est-ce qu'il y a énormément d'hommes, est-ce qu'il y a une majorité d'hommes qui pensent comme toi? Ou est-ce que tu as parfois l'impression de faire partie quand même encore d'un groupe assez restreint qui a quand même des caractéristiques socio-économiques spécifiques? Est-ce que tu as l'impression de faire partie d'un grand club ou d'un petit club? Je pense que j'ai la chance d'avoir quand même pas mal d'amis qui sont assez clairs sur la question, sans, comme tu le dis, ouvertement le revendiquer. Ce ne sont pas spécialement des gens qu'on verra comme alliés dans les manifs du 8 mars ou ce genre de choses, mais ce sont clairement des gens qui se disent, oui, bien sûr, je suis pour l'égalité homme-femme, mais j'ai parfois l'impression que ça se limite à l'égalité salariale, par exemple, ou ce genre de choses, qui pour eux maintenant sont des évidences. J'ai un peu plus d'espoir avec les générations de mes enfants. Ils sont, contrairement à ce que disent pas mal de gens, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus impliqués en société, en tout cas dans certains milieux socioculturels, parce que j'ai aussi la chance de faire partie d'un milieu socioculturel et socio-économique, je veux dire la classe moyenne un peu favorisée. Par contre, c'est clair que j'entends parfois des gens de ma génération ou de la génération d'en dessous parler par exemple de féminisme radical dans un sens néfaste, ou de dire oui bon ben, là elles exagèrent. J'ai parfois envie de dire mais on est qui nous pour dire qu'une femme exagère dans ses revendications? Et alors ils ont parfois le don pour aller chercher l'unique revendication qui en effet parfois est exagérée. Je pense à cet exemple qui est sorti pour cette poétesse américaine qui devait être traduite et qu'en fait, il y a une minorité qui a hurlé parce que c'est une poétesse noire qui est traduite par Ouais. une traductrice blanche. Mhm. Et là, pour moi, on rentre un petit peu dans l'excès, dans le sens où ça voudrait dire que, en tant que, euh, en tant que Belge, par exemple, en tant que Belge francophone, je ne suis pas capable de savourer la littérature d'Amérique latine, par exemple. Mhm. Quand on me dit qu'il vaut mieux avoir, pour parler par exemple d'intersectionnalité, pour parler de problèmes d'intersectionnalité, donc le fait de subir plusieurs discriminations, mais si j'ai le choix entre un homme spécialisé de la question et une femme issue de l'immigration spécialisée de la question, mais évidemment, on va aller choisir la femme issue de l'immigration parce qu'elle le vit également. Mhm. C'est une donnée supplémentaire. Mais pour vraiment répondre à ta question au niveau des hommes, je pense que certains des grands combats comme l'égalité salariale ou ce genre de choses, à travail égal, salaire égal, sont des idées qui ont fait leur chemin, mais paradoxalement, qu'on garde toujours comme une idée que dans cette société, que ben, pour des postes à responsabilité, il faut quand même mieux avoir un homme. Donc cette inégalité salariale qui existe enfin qui est censée être acquise, hein, je veux dire un travail égal, salaire égal. Moi, je connais plein de gens qui disent mais arrêtez de mentir, c'est pas vrai, les femmes gagnent pas moins. Ben, si les femmes gagnent moins, parce qu'elles ont les métiers les moins bien rémunérés, et que lorsqu'il s'agit de prendre des temps partiels pour s'occuper des enfants, c'est majoritairement les femmes qui le font. Donc les femmes gagnent moins par des choix de sociétés encore patriarcaux. Donc simplement écrire dans la loi un travail égal, salaire égal, ça suffit pas. Et là, à ce niveau-là, je pense que pour pas mal d'hommes, et j'ai envie de dire pas mal de femmes aussi, hein, soyons
réalistes, ce sont des discussions qui doivent être faites parce que ce sont des choses dont ils et elles ne se rendent pas compte. Parce que Non, mais voilà, la j'entends parfois aussi. communication autour de l'égalité salariale en Belgique, en tout cas, elle est assez, enfin, elle est pas très efficace, effectivement, avec cette histoire Non. de à travail égal, salaire égal. Alors même si c'est bien vrai et que il faut que ce soit le cas, les calculs qui sont effectués avec chaque année pour représenter l'écart salarial, c'est sur l'ensemble des carrières de l'ensemble des femmes Mhm. avec Tout à fait. un âge type. Et donc, comme tu le dis, à partir du moment où on a des périodes où on ne travaille pas parce que on s'occupe d'un enfant, d'une personne vieillissante, on est aidant proche, on travaille pour son mec qui est indépendant, etc. Tout ça va avoir un impact sur l'ensemble de la carrière. Et quand on met tout le monde dans une balance, ben, comme les hommes peuvent travailler à temps plein la plupart du temps avec une évolution de carrière vers le haut, ils vont en moyenne gagner plus. Mais Mhm. effectivement, entre deux personnes qui sont engagées dans la même entreprise au même poste, il y a une règle qui dit qu'ils doivent gagner la même chose. Ça, on est d'accord. Mais ce sont toutes ces mini-pièges à la carrière et à la Mhm. rémunération qui vont peser beaucoup plus sur les femmes, puisque, il faut quand même le rappeler aussi, c'est que la plupart des temps partiels sont imposés par les employeurs. Donc le fait de prendre un mi-temps, enfin de travailler, pas de prendre, de travailler à mi-temps, trois quarts temps, c'est imposé par les employeurs, c'est pas choisi, et que la plupart des travailleuses, si elles le pouvaient, elles travailleraient à temps plein, puisque ça veut dire plus d'argent et une meilleure pension à la fin du parcours. Donc, mais tout ça, ce sont effectivement à chaque fois des revendications, des combats politiques qui sont importants, mais que pour une question de clarification, on va hyper simplifier et qui vont un peu passer à côté du sujet. Et surtout, il y a Mhm. toujours le biais de confirmation dans la façon dont Tout à fait. on réfléchit. Et toi et moi, on n'en est pas complètement exempt, ce serait trop facile. Mais je pense que quand quelqu'un a envie de s'opposer ou est énervé par un sujet parce que ça vient chatouiller des privilèges et qu'il n'a pas envie de les lâcher, il va chercher l'exemple, comme tu le disais, hyper trash qui va lui permettre de dire, ben voilà, il y en a une qui déconne, donc c'est-à-dire que le discours de toutes les autres est invalidé. C'est la même chose par Tout à fait. rapport aux dénonciations d'agressions sexuelles dont on parlait en début de podcast. À partir du moment où il va y avoir une accusation qui va se révéler être infondée, pas forcément fausse, infondée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'arguments, de preuves qui permettent de valider l'accusation de la victime, on va dire, ben voilà, elle a menti, et donc ça veut dire que toutes mentent. Et là, ça, Mhm. c'est C'est vraiment ça. problématique parce que une réflexion tordue. Ça veut dire donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va falsifier ses papiers d'assurance parce qu'il n'a pas été vraiment cambriolé, c'est-à-dire que tous les gens qui ont été cambriolés mentent. Exactement. Enfin, voilà, tu fais, mais non, il y a des gens qui trichent, il y a des gens qui mentent, et c'est quand même interpellant de se dire que si quelqu'un fraude ou ment, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière qu'il faut quand même aller voir, parce ça peut révéler une autre réalité sociale ou économique complexe. Mais Tout à non, on fait. va s'arrêter à des pensées binaires où, ah ben comme il y en a un qui ment, ben, c'est un peu comme quand on punit toute une classe parce qu'il y en a un qui déconne. Ben voilà, il n'y a rien à faire, tout le monde trouve ça injuste et dégueulasse, mais bizarrement, quand c'est la question des violences de sexuelles ou en tout cas de la discrimination, là, par contre, tout le monde inverse sa réflexion. C'est ça qui est très fatigant, je trouve, au quotidien. Mais comme tu le dis, en effet, réfléchir à ça, c'est aussi admettre que nous allons perdre de nos privilèges, que les hommes doivent perdre certains privilèges. Alors pour certains, c'est tout à fait inacceptable. Et comme tu dis, une agression sexuelle, le nombre de commentaires que tu peux lire en dessous, c'est oui, mais c'est pas tous les hommes. Mais on s'en fout que ce soit pas tous les hommes. Mhm. On n'a jamais dit que c'était tous les hommes. Mais ça montre aussi que dans le caractère masculin, que dans notre imaginaire collectif d'hommes, on sait très bien que les hommes sont des agresseurs, beaucoup plus que les femmes. D'ailleurs, il y a eu un essai de Lucille Peytavin, là, qui a été édité en France, sur le coût de la virilité en France, et où en fait, on s'aperçoit qu'au niveau des chiffres d'agression et au niveau du chiffre de la population carcérale, les hommes sont extrêmement majoritaires, tout type de délit confondu. Donc il y a un problème quand même dans la manière dont on est éduqué dans nos sociétés occidentales. C'est une évidence. Nier ça, c'est nier l'évidence. Et surtout, mais plus difficile, l'accepter, c'est accepter qu'on doit être éduqué autrement et qu'on doit éduquer nos propres enfants autrement. Mhm. Et que la société doit éduquer autrement et qu'on doit envoyer d'autres images des hommes, d'autres images de la femme. C'est en fait tout un modèle de société qui est à reconstruire.
Sur la question de la violence, est-ce que toi, tu as déjà une réflexion sur ta propre violence? Parce que moi, le féminisme a éclairé le fait que j'étais aussi un être fait de violence, ce qui est très difficile à admettre dans la société, hein. Nous, les femmes, nous pétons des paillettes et nous sommes légères comme une plume, n'est-ce pas? Alors que non, je sais qu'au fond de moi, il y a une force énorme et que, évidemment, la violence, tout dépend comment on la définit, hein, mais qu'on a cette capacité, entre guillemets, de s'énerver, de se rebeller, de dire stop et d'être tout rouge et et de crier un coup, hein, ou même d'être vulgaire, Mhm. c'est quelque chose que nous avons en nous. Est-ce que toi, la littérature féministe et tout ce que tu as découvert tout au long de ton apprentissage, t'a fait réfléchir sur ton rapport à la colère, oui, à la violence en général, la violence que tu as pu subir aussi de la part des autres hommes? Est-ce que c'est des réflexions qui t'ont parfois illuminé? Je- voilà, sans me jeter de fleurs, je suis quelqu'un de très peu colérique. Je me mets rarement en colère, mais quand je me mets en colère, je me mets en colère et je déteste la violence Mhm, sous toutes ses formes, surtout sous forme physique. Par exemple, j'ai jamais levé la main sur mes enfants, ce genre de choses, parce que ce sont des principes d'éducation auxquels je ne crois pas, les ayant subis moi-même, je mhm, sais que ça ne sert à rien, que du contraire. Par contre, dans mes lectures, j'ai changé très très fort. Je l'avais dit en début de podcast, le fait d'anticiper, par exemple, les besoins ou comment dire, ou de toujours donner le choix à mon épouse était une forme de violence, vu que c'était ajouter de la charge mentale. mhm, Également, ce, et là tu as parlé des insultes, ce à quoi j'ai fait très attention aujourd'hui, ce sont les termes que j'utilise. Il y a des termes qui sont tellement ancrés dans notre vocabulaire. Par exemple, il y a des mots qui ont complètement disparu de mon vocabulaire. Par exemple, le terme, allez, ma fille ou mon fils ne veut pas faire quelque chose et de dire en rigolant, allez, chochotte, c'est fini. Ce genre de mhm, choses, vraiment, je fais très attention à ça. Parce qu'en fait, en se déconstruisant, en lisant des ouvrages féministes, en rencontrant les gens, on s'ouvre aussi à la diversité et on se rend compte en fait que les minorités ne sont pas si minoritaires que ça. oui. Qu'en fait, quand on est dans des safe zones, ben, les gens osent parler. Quand des collègues sont en confiance, ben, des collègues osent en parler, osent par exemple faire des coming out et ce genre de choses. Et là, on réfléchit à la façon dont on a pu leur parler, parfois peut-être pendant un an, pendant 2 ans, et de se dire, mais mon Dieu, combien de fois est-ce que j'ai été violent sans le vouloir envers cette personne, alors que c'est une personne que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Et il faut vraiment travailler là-dessus. Je pense que la première forme de violence, et qui est une des formes de violence pour moi les plus violentes et qui laissent le plus de traces, je ne nie absolument pas la violence physique, mais la violence des mots, c'est quelque chose de terrible pour moi. Vraiment C'est la terrible. première violence, hein. En général, quand Tout à fait. il y a un phénomène de violence, on commence d'abord par la minimisation, la mise en cause de l'autre. Les coups arrivent en général après. Donc, c'est la Mhm. première forme de violence. Et il y a notamment dans les dernières recherches que j'ai pu faire et formations que j'ai pu suivre sur les violences conjugales et intrafamiliales, les femmes ont tendance, quand elles sont agresseuses, hein, je ne sais pas si c'est un terme qui existe, mais bon, je choisis de le féminiser, elles vont plutôt utiliser la violence verbale, la violence Mhm. psychologique, parce que forcément, on n'a pas, nous, été en tant que filles éduquées à frapper, hein, ça existe, hein, des femmes qui frappent. Je veux dire, globalement, Bien ça va sûr. être un autre type de violence. Mais bon, comme tu disais tout à l'heure, je tiens quand même à rappeler que 90% des agresseurs dénoncés, des agressions dénoncées, ce sont des hommes, hein, qui le font parce qu'ils ont été éduqués dans un sens où pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir, ils passent par la case manipulation mentale, minimisation, insulte et coup si c'est nécessaire. Et pour eux, c'est normal. Enfin, c'est un système comme un autre, quoi. Mais au niveau des violences, quand tu en parles aussi, ça fait penser à quelque chose, par rapport à quelque chose que tu as dit un peu plus tôt, euh, elle a aussi été tolérée et même légiférée. Par exemple, quand on parle du devoir conjugal, c'était jamais l'admission légale du viol sur son épouse ou sur son époux, mais c'est beaucoup plus rare. Mais tu as également parlé aussi du fait que c'est les femmes qui dénonçaient les violences sexuelles, on allait être traitées de menteuses. On est aussi ancré dans une société où l'image de la femme qui ment, ou l'image de la femme qui manipule, en fait, est très ancrée. Hein. Puis, on est dans une culture judéo-chrétienne. Euh, voilà, il ne faut pas oublier que la base de notre culture judéo-chrétienne, c'est quand même sur une femme qui a menti, qui a trompé, qui ceci, qui cela. Et pour finir, c'est quelque chose qui est, j'ai presque envie de dire, c'est dans notre histoire collective, quoi, la femme qui manipule. Ouais.
Mais surtout, C'est surtout quand tu es privé de ta propre force physique par un manque Mhm. d'apprentissage ou parce que tu es face à quelqu'un qui est physiquement beaucoup plus fort que toi, ben, la seule solution pour essayer de continuer à bouffer et à vivre, parfois, effectivement, c'est de passer par le mensonge et la manipulation. Mais on te met dans Mhm. les conditions qui sont celles qui nécessitent d'utiliser ça. Mais on va dire, ah ben oui, c'est une caractéristique génétique, alors ben non, c'est une adaptation. Il y a beaucoup de femmes qui étaient privées de revenus jusqu'en 1974, hein, l'année où je pense on a obtenu enfin le droit d'avoir un compte bancaire sans avoir Oui. l'autorisation du mari ou du père. Ben, avant ça, ben, qu'est-ce qu'on était obligé de faire? Ben, c'était de louvoyer, d'inventer des achats multiples et variés pour essayer d'obtenir un peu d'argent de poche pour pouvoir ne fût-ce que prendre le bus, aller peut-être au cinéma avec une copine, ou simplement se créer un mini bas de laine caché pour pouvoir fuir un partenaire violent. Donc ça, ce sont ces visions. Oui, effectivement, les femmes ont peut-être été à certains moments, certaines d'entre elles, plus dans la duplicité et le mensonge, parce qu'elles n'avaient pas le choix. C'était ça ou crever. Donc c'est ça qui est Tout à aussi fait. extrêmement injuste dans la vision qu'on a des choses, tout comme je trouve injuste, d'un point de vue intellectuel, qu'on prive les hommes de toute une palette de sentiments et de ressentis uniquement parce qu'ils doivent se montrer forts et résister à tout quoi, au quotidien. Ça, c'est aussi Ah, mais insupportable. c'est quelque chose qui remonte, hein. Je suis donc divorcé. L'année de mon divorce, les idées qui me venaient en tête, c'était juste des trucs complètement violents et stupides, hein, que je n'ai jamais évidemment mis à l'acte. Mais c'est quelque chose j'avais envie de dire, je ne me reconnaissais pas. Je ne me reconnaissais absolument pas. Parce que, ben, déjà, au début, si elle veut partir, c'est que forcément il y a quelqu'un d'autre. Ce qui est déjà quelque chose de complètement débile parce que, voilà, Mhm. un couple évolue après 20 ans, ben, on peut justement simplement se séparer parce que ça a évolué et qu'on ne s'aime plus de la même façon qu'on s'aimait il y a 20 ans. Mais surtout, s'il y avait d'autres, ben, quand j'en parlais à des amis ou quoi que ce soit, ou à des copains, etc., ben, à 90%, c'était pourquoi tu lui casserais pas la gueule. Et Oh, ça aurait avancé quoi d'aller casser la gueule de quelqu'un d'autre? oui, Rien. rien. Absolument rien. Ça devrait fait compliquer les choses. Mais c'est une réaction que j'ai entendue de la bouche de pas mal de copains, quoi. Elle va voir s'il y a quelqu'un d'autre, et s'il y a quelqu'un d'autre, pète-lui la gueule. Et c'est pour ça que la personne va avoir envie de revenir, c'est bien connu. Hein. Tout à fait, tout Oui, à fait. tout à fait. Mais je pense que, comme chez les hommes comme chez les femmes, quand il y a des situations extrêmes comme celle-là de changement de vie qui s'imposent d'une certaine manière, il y a l'ego qui parle. Et je pense qu'il y a encore une éducation et encore une construction de la société qui est très fort basée sur l'image qu'on donne aux autres. Et être quitté ou quitté, ça donne une image négative. Et donc, on va par tous les moyens essayer de réparer cette image en trouvant des excuses, des explications, etc. C'est bien humain, mais effectivement, comme tu le dis, quand ça fait plonger dans une certaine psychose, il faut se poser des questions, quoi. Se dire waouh, waouh, qu'est-ce que je suis en train d'inventer pour Exactement. justifier mon mal-être, alors que en fait, la traduction, c'est je vais mal, j'ai de la peine, je me sens seule, aidez-moi. C'est ça la traduction. C'est Mais ça. non, on va saupoudrer tout d'une sorte de. On va maquiller les choses pour essayer de garder la face, quoi. Et ça, garder la face, je trouve que c'est vraiment un énorme problème. Encore notre société, je parle même pas d'autres cultures comme les cultures asiatiques, mais garder la face, ça, c'est vraiment un méga piège du patriarcat. Montrer qu'on a des failles et montrer qu'on va mal et qu'on a besoin d'aide, ça reste encore quelque chose de très compliqué pour la plupart des gens. Hein. Dernière question, on arrive tout doucement au bout du chemin. Si tu devais donner des conseils, même si c'est un gros mot pour beaucoup de gens, mais si tu devais émettre des réflexions pour conseiller les hommes qui voudraient s'ouvrir à la question féministe ou en tout cas éviter de faire du mal, de dire des choses blessantes, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour avancer sur le sujet? Oh là 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 là. Je dirais simplement prendre le risque de le faire parce que moi, en tout cas, c'est ce que je ressens moi. Et quand je vois les gens autour de moi qui partagent cette envie quand même de comprendre le monde qui nous entoure par rapport aux questions
de violences faites aux femmes, ce genre de choses, en fait, au plus on comprend, au plus on s'ouvre, au plus on se renseigne, et c'est vrai, au plus on se déconstruit, on change certains comportements, au plus on s'épanouit. Mhm. Je me sens beaucoup plus épanoui aujourd'hui à 46 ans sur la question que je ne l'étais à 20 ans. Vraiment. Donc le féminisme, les hommes ont tout à y gagner aussi, parce qu'en fait, on s'affranchit nous-mêmes de certains stéréotypes liés aux hommes, et on se dit, mais c'est ridicule pour finir. C'est complètement con, parce que, ne fût-ce que dans ces stéréotypes de séduction, l'homme costaud et tout le bazar, en fait, on se rend compte, mais non, ce n'est pas du tout quelque chose d'obligatoire d'être musclé, d'être costaud et de ne pas pleurer pour pouvoir vivre avec une femme, par exemple, s'épanouir pleinement en tant qu'homme. Parce que je dois l'admettre, j'ai toujours eu la peur d'être seul. C'est quelque chose vraiment que j'avais en moi, c'était je ne retrouverai pas quelqu'un, je ne serai pas assez aimable et je vais finir seul. Mais je me suis aperçu aussi, en fait, que pour les passages où j'ai été seul, ben, c'est pas si mal que ça de vivre seul pour finir. Voilà, c'est vraiment un épanouissement. Sortir de ces stéréotypes homme-femme, c'est épanouissant à la fois pour la femme, mais également pour l'homme. Donc vraiment, le conseil, c'est prendre le risque, se renseigner, aller vers les gens, en parler et les laisser parler aussi. Laisser parler les femmes, les écouter et ne pas vouloir faire leur combat à leur place. Vraiment se poser en tant qu'allié aussi. Il y a 20 ans, j'aurais dit que j'étais féministe. Aujourd'hui, je dis que je suis allié des féministes. Ça fait un bien fou parce que on n'est plus justement dans des rapports de force, dans des rapports où on veut s'imposer, on veut imposer à l'autre, on est dans des rapports où on discute, où on se comprend, où on n'est pas toujours d'accord, mais où on reste dans l'échange et ça fait un bien fou. Vraiment. Eh bien voilà, on clôture cet échange avec toi, Ben. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Ne raccroche pas Merci tout à de toi. suite, mais là, on va conclure pour les auditeurs et auditrices. Donc, je rappelle qu'on mettra en barre d'infos les références qu'on a évoquées. Que je pense que c'est un épisode ultra intéressant. En tout cas, moi, j'ai adoré t'écouter et je trouve tes réponses tout à fait intéressantes et éclairantes. Ça me donne, moi, beaucoup d'espoir sur l'avenir et sur l'évolution des rapports hommes-femmes. Et en tout cas, je t'en remercie. Ben, c'est moi qui te remercie, vraiment. J'ai beaucoup apprécié cet échange aussi. Ah, Merci beaucoup à toi. super, super. Et pour tout ce que tu fais depuis des années, d'ailleurs. Ah, merci, c'est gentil. Toi aussi, toi aussi. Allez, un petit peu de confiture, ça fait du bien. Et voilà, le 6e épisode des Red Flagueuses, c'est fini. Merci encore à Ben pour son témoignage. Alors pour continuer la réflexion, je vous conseille quelques lectures et podcasts, ainsi que compte Insta. Alors le premier ouvrage qui me vient en tête quand je pense à la question de la déconstruction en tant qu'homme hétéro-cisgenre, c'est le livre d'Aurélie Blanc, Tu seras un féministe mon fils, aux éditions Marabout. Un livre tout à fait accessible, passionnant, qu'on peut lire petit morceau par petit morceau. Je vous en conseille vivement la lecture. Un autre ouvrage extrêmement intéressant mais plus complexe, c'est La fabrique des garçons de Sylvie Héral, aux éditions universitaires de France, qui décortique la façon dont on forme les garçons à la violence dans la société occidentale. Il y a aussi un excellent livre de Thomas Messias, À l'écart de la meute, qui explique comment les systèmes de domination se mettent en place, notamment dans les groupes d'amis, de potes, qui a été vraiment un ouvrage qui m'a beaucoup éclairé sur la façon dont les amitiés pouvaient fonctionner dans nos sociétés. Nous avons aussi évidemment les épisodes Des couilles sur la table, le podcast de Victoire Tualion, qui reste d'une qualité et d'un éclairage extraordinaire. Et enfin, je vous conseille 2 contes qui eux-mêmes produisent des ouvrages et des podcasts. Le conte de Thomas Piette et celui aussi de Papatriarcat. En tout cas, ce sont des personnes qui ont fait avancer, je pense, la réflexion, en tout cas en France et en Belgique. Et ce serait vraiment chouette de pouvoir les soutenir. Alors, il y aura probablement des visuels qui viendront soutenir l'épisode, mais je vous avoue
que j'ai un peu de mal à suivre à ce niveau-là. Donc bientôt, nous allons clôturer la première saison et donc je pourrai consacrer du temps à fournir un peu plus de visuels et de ressources sur le compte Insta et le blog des Red Flaggeuses. En tout cas, je vous souhaite une excellente matinée, soirée, après-midi, peu importe ce que vous faites, et on se retrouve pour le prochain épisode qui parlera de la charge mentale, familiale et ménagère. À bientôt!